Bien, bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour ce léger démarrage différé, si on peut dire ça comme ça, pour ce conseil municipal. Avant de commencer la séance, je vais faire l'appel un petit peu comme d'habitude et nous nommerons un secrétaire de séance, une secrétaire de séance, ici pour cette séance du 26 mars 50. Monsieur Pierre Griner, présent. Monsieur Bruno Namor, absent excusé, donne pouvoir à Monsieur Griner. Madame Cachemarik Corinne. Monsieur Djarinski Damien. Madame Coquelet Camille. Monsieur Larsin Patrice. Madame Champion Nicole. Monsieur Moreau Jean-Marc. Madame Jessica Denis, absente excusée, sera représentée par Madame Cachemarik. Monsieur Petch Jean-Pierre. Madame Potou Nadia. Madame Ansarlisiane, absente excusée, sera représentée par Monsieur Jean-Marc Moreau. Monsieur Jean Lecoq. Monsieur Silvestri Francesco. Madame Bricou Odile. Monsieur Ducrot Régis. Madame Cluse Alexandra, absente excusée, sera représentée par Madame Camille Coquelet. Madame Legrand Delphine, absente excusée, sera représentée par Madame Nicole Champion. Monsieur Tourillon Frédéric. Monsieur Fabrice Elka, absent excusé, sera représenté par Monsieur Damien Chic. Mademoiselle Dubocage Alison, absente excusée, sera représentée par Madame Odile Bricou. Madame Daucher Lucie, absente excusée, sera représentée par Madame Nadia Patou. Monsieur Chic Damien. Madame Barbois Fanny, absente excusée, sera représentée par Monsieur Petch. Madame Guisgan Fernande, absente. Monsieur Gaillet-Jouel, absent. Madame Patricia Lartige, absente. Monsieur Daniel Vermerche, je l'ai vu, il est devant moi. Et Monsieur Jérémy Fournier, absent. Très bien, le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer notre séance. Je suppose que Monsieur Ducrot, parce qu'il se décarcasse, va se proposer comme secrétaire de séance. Oui, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour Monsieur Ducrot. Je vous demanderai d'être assez attentif, puisque sur les deux dernières délibérations, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre part au vote sur les deux. Et comme il y a des pouvoirs, il faudra, dans le secrétariat de séance, faire ça tranquillement pour que les gens qui ont un pouvoir votent pour eux, mais ne votent pas sur cette délibération-là pour la personne à qui il dispose un pouvoir. Mais je ferai un petit point avant de céder la parole pour la présentation, pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Très bien. Allons-y. Alors, nous avons à l'ordre du jour l'approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal. Je ne sais pas s'il appelle des remarques particulières. Rien de spécial. On peut dire qu'il est approuvé, entériné. C'est à l'unanimité. Je vous remercie. Les informations au conseil municipal dans le cadre de la ratification des décisions du maire. Un contrat d'abonnement avec Montréal pour le compteur d'eau de l'église Saint-Martin. Rien de spécial. Dessus, c'est du classique. Un contrat de connexion Internet pour la mairie et les annexes pour l'accès au réseau Rédeval. Donc globalement, Rédeval, l'aglo est propriétaire du réseau, mais nous devons prendre un fournisseur qui est la société MSI. Le point suivant, c'est l'attribution d'un marché réalisation d'une étude de programmation préalable à la restructuration de l'hôtel de ville. Donc vous avez les détails avec le prix de manière générale, et il y a une option aussi dessus, et puis vous avez vu, c'est un groupement, il y a des archives, il y a des économistes de la construction et des ingénieurs structure bâtiment. Et le dernier point, c'est un contrat de prestation d'inspection et de maintenance des aires collectives de jeux sur la commune, donc avec la société Ecogom. Les montants sont repris, globalement c'est le suivi, la maintenance des aires de jeux qui est dans les cours d'école, qui est au parc Boulonnais, etc. Voilà pour ces informations. Le premier point à l'ordre du jour de ce conseil, de manière générale, et le point le plus important, on pourrait dire, c'est la tenue de ce débat ou rapport. La loi est variante sur le sujet. Ce débat, il se rapporte d'orientation budgétaire. Alors, je rappelle qu'il n'est pas soumis à un vote, mais qui est soumis au fait que le conseil municipal prend bien acte qu'il y a eu une présentation dans la forme et des échanges. Si vous souhaitez qu'on ait des échanges sur le sujet, c'est assez ouvert quant aux orientations budgétaires de la commune. Globalement, sur ce rapport d'orientation budgétaire, et vous avez vu qu'il y a un petit livret qui est proposé, qui je pense est transparent, qui reprend les informations nécessaires. Ça ne sert à rien d'aller vous noyer non plus dans le détail, mais qui n'est pas non plus, et on a pu le voir dans d'autres communes, limité à 2 ou 3 pages recto verso en disant que tout va bien, la vie est belle, voilà, il y a une forme aussi à respecter. Donc voilà, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre entre les informations nécessaires à communiquer sans tomber dans l'excès. On va prendre un petit peu la lecture générale sans rentrer dans le détail non plus, mais de manière générale, alors nous avons un petit peu un préambule de manière générale sur ce ROP, donc c'est une obligation légale maintenant
de la loi NOTRe depuis 2015. Dans la strate où la commune se situe, c'est-à-dire les communes de plus de 3500 habitants, mais moins de 10 000, nous avons dans ce ROB est construit en 3 parties: les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette. De manière générale, alors il y a toujours un préambule pour remettre un petit peu aussi le contexte dans lequel nous évoluons. Alors forcément, la question de la crise sanitaire qui impacte forcément dans la vie de tous les jours sur l'économie, mais aussi sur la vie générale des communes. Avec des impacts sur l'économie nationale forcément, mais aussi également les engagements qui ont été pris par le gouvernement pour faire de la relance et pour essayer au maximum que ces impacts soient les moins répercutés possibles sur les entreprises et sur les collectivités. Forcément, il y aura des impacts à l'avenir, mais ça fera plutôt partie de la conclusion. Mais ce contexte général dans lequel nous évoluons nous oblige à être vigilants, et encore plus vigilants que d'habitude dans la gestion des deniers publics. Globalement, quelques éléments aussi qui concernent la fiscalité locale, qui est composée de 2 grands éléments, la taxe foncière et la taxe d'habitation. Vous savez que la taxe d'habitation disparaît maintenant depuis 2 ans, et nous sommes dans les dernières tranches. L'État a donné un petit peu plus de précision quant à la manière avec laquelle il allait procéder pour compenser cette perte de recettes dans les communes. De manière générale, donc voilà, l'objectif c'était de rembourser à l'euro près. On se rend compte que, sans entrer dans le détail, mais vous voyez page 3, il y a un calcul qui est mis en place un petit peu savant et qui permet d'évaluer la compensation avec des communes qui seront surcompensées ou sous-compensées. On a la chance indirectement d'être une commune sous-compensée. Ça veut dire que globalement, on touchera, après l'application de cette réforme et de cet abaissement de la taxe d'habitation, certainement un peu plus qu'on touchait avant, directement sur la partie fiscale. Avec l'État, au lieu de nous rembourser la même somme pour toucher la taxe d'habitation, il va nous donner même un petit peu plus. Donc très bien, d'autres communes auront un peu moins, c'est comme ça qu'on finance ce genre de dispositif. Je disais un petit peu, vous avez dû le voir, la commune de Saint-Saulve qui est un petit peu tendue sur le sujet, parce qu'eux, ils sont en situation de surcompensation et ils auront donc moins que ce qu'ils avaient avant lorsque la taxe d'habitation était appliquée chez eux. Nous avons des choses à la marge, donc vous voyez la taxe sur la consommation finale d'électricité. Voilà, ce pas des choses qui sont extraordinaires, mais globalement, elle sera revue dans sa répartition au-dessus, de manière générale. Et puis ensuite, vous avez notamment d'autres ressources qui sont notamment des ressources issues de dotations de l'État. Alors, je passe l'aspect suivant plutôt sur la page 4. Alors, la dotation de l'État, vous avez des dotations notamment de soutien à l'investissement. Donc le DSIL, on avait sollicité, souvenez-vous, la DETR, on l'a sollicité pour les travaux de toilettes à l'école. Le DSIL, on l'a sollicité, si je ne me trompe pas, sur la phase de Mozart. Et de la dotation politique de la ville, sur laquelle nous étions éligibles, sauf l'année dernière. On verra cette année, c'est le tirage au sort, entre guillemets, qui jouera dessus et qui sera toujours maintenu par rapport aux participations 2020. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des dotations de péréquation. C'est des dotations qui sont corrigées. Alors verticale, horizontale, sans rentrer dans le détail. Horizontale, c'est au même niveau de collectivité. C'est notamment ce qu'on appelle les dotations de l'agglomération. Quand les agglos ont été créés, les agglos ont été financés globalement par les taxes professionnelles. Et puis, vous savez qu'il y avait des communes qui étaient fortement industrialisées ou avec beaucoup de commerce et qui touchaient énormément de taxes professionnelles et d'autres communes qui n'en avaient pas. Donc, il y a eu une répartition pour que les communes qui étaient fortement dotées donnent un petit peu de leur surdotation aux communes qui étaient sous-dotées. C'est ce qu'on appelle la péréquation horizontale de manière générale. C'est un peu plus. Et vous avez la péréquation verticale, c'est celle qui vient de haut. C'est notamment dans les communes les moins favorisées, un peu comme la nôtre, où on touche notamment de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale ou quoi que ce soit, qui vient compenser et équilibrer par rapport à d'autres grandes communes ou de communes qui ont plus de moyens, pour dire voilà, on fait un rééquilibre général pour ne pas laisser de communes au bord du chemin. Vous avez enfin une dotation qui est la dotation socle de l'État, la DGF, donc dotation globale de fonctionnement, qui ne devrait pas bouger et qui avait connu ces dernières années beaucoup de baisses, vous avez dû le voir dans les tableaux, et qui ne bouge plus maintenant depuis 3 ans et qui ne devrait pas bouger dans l'exercice 2021 par rapport à la loi de finances qui a été votée. Voilà globalement un petit peu nos ressources et les enjeux qu'il y a dessus. Alors, la première partie qui touche les orientations budgétaires, on est dans l'obligation de vous présenter un petit tableau qui revient dans les 6 à 7 ans auparavant pour que vous ayez une idée de ce qui se faisait auparavant, quelle évolution nous connaissons
un petit peu dans la vie budgétaire de notre commune. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des graphiques, je vais essayer de suivre un petit peu le document tel qu'il est. Aujourd'hui, si on devait tirer un bilan, c'est notamment pour 2021, tirer le bilan de l'année 2020, tel que nous l'avons vécu. Vous voyez que nous avons un excédent en fin d'année en fonctionnement de 1 432 230,94 €. Globalement, entre ce que nous avons encaissé et ce que nous avons dépensé, lorsqu'on fait le calcul, il nous reste à la fin de l'année 1 432 230,94 €. Vous avez un résultat d'investissement déficitaire de 445 148,92 €. Alors là, pas de danger non plus. Pensez pas que globalement on a fait des choses qui n'étaient pas budgétisées, c'est simplement que vous avez des fois des décalages dans votre investissement réalisé et des recettes qui ne sont pas encaissées parce que vous avez terminé le projet et vous avez dit ben voilà, je vais encaisser le reste de ma subvention et qu'il y a un petit décalage sur le sujet. C'est ce qu'on appelle aussi un peu plus ou moins des restes à réaliser sur le sujet, et que cette période-là fait que quand on clôture au 31 décembre, on a toujours un petit décalage. On a ce qu'on appelle l'autofinancement. L'autofinancement, globalement, et je parle notamment de l'autofinancement net, c'est ce qui nous reste de manière générale lorsque on a pris notre somme des dépenses, enfin notre solde qui est positif et auquel on retire le remboursement de la dette. C'est-à-dire que globalement, on fait une année d'exercice, il nous reste de l'argent, à cette somme, on supprime le remboursement de la dette et on regarde combien il nous reste vraiment pour nous en fin d'exercice, puisque le remboursement d'une dette, c'est quand même une obligation à mener. Donc, nous avions prévu en autofinancement 958 946,08 €. Compte tenu des comptes de résultats tels qu'on les a présentés de manière générale, et lorsqu'on prend les excédents de fonctionnement reportés, c'est-à-dire les badettes qu'on avait depuis des années, globalement, le bilan de l'année 2020 fait qu'on sort avec un excédent de fonctionnement avec toutes ces corrections de 1 042 490,66 €. Voilà globalement le vrai résultat lorsqu'on a décompté notre dette, les engagements que nous avions auparavant, en fin d'année, en trésorerie, en bas de laine, en économie. Les résultats, ces résultats sont forcément analysés et puis on regarde l'évolution de la santé et de la dynamique financière d'une commune. C'est comme vous dans votre ménage, dans votre budget de tous les jours. On regarde demain si vous êtes capacité à bien gérer, à ne pas dépenser plus que vous n'avez, et ça votre capacité aussi à mettre des fois peut-être un petit peu d'argent de côté et de saisir ces opportunités-là. Tout ça sort des ratios, des calculs spécifiques qui sont analysés par la Chambre régionale des comptes, par le préfet indirectement, mais aussi par demain les banques ou les partenaires lorsque nous allons les solliciter pour obtenir des subventions, pour obtenir des emprunts. D'où cette importance d'avoir un sérieux budgétaire. Et ça ressemble encore une fois à la vie de tous les jours. Vous avez besoin d'un emprunt auprès de votre organisme emprunteur, vous devez démontrer que vous êtes congestionnaire et que vous saurez honorer le remboursement de votre emprunt, mais qu'en même temps cet emprunt-là ne va pas venir chambouler votre vie et vous mettre dans une situation fragile au quotidien par rapport à vos besoins et à vos dépenses quotidiennes. Donc ça c'est important aussi. Sur la partie fonctionnement, partie investissement, on le disait tout à l'heure, il y a des restes de dépenses et de recettes à réaliser, donc 485 602 € en dépenses et en recettes 541 000 €. Vous voyez par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il reste encore quelques dépenses, mais il reste aussi quelques recettes à encaisser. Et lorsqu'on voit la différence, il y a plus de recettes que de dépenses, notamment à faire venir chez nous de manière générale. Alors 2020 a été marqué par un ralentissement sur certains investissements. Le plus majeur, c'est notamment la fin des travaux que nous avions sur l'école maternelle Pasteur, qui devait se réaliser pendant les vacances, parce que vous vous doutez bien que c'est la bonne période en vacances d'été, mais que préalablement à cela, il faut lancer un appel d'offres. Et que l'appel d'offres devait se lancer courant mars, en plein confinement. Les entreprises n'ayant pas de visibilité et nous n'ayant pas la capacité de lancer cet appel d'offres, nous avons donc gardé à la fois en dépenses, mais aussi en recettes, parce qu'il y a des subventions cette opération en 2020, et nous la reportons en 2021. D'ailleurs, pour être logique dans notre démarche, les travaux pourraient se dérouler cet été, l'appel d'offres est en cours actuellement, ce qui aurait dû être le cas l'année dernière à la même période. Nous voilà un petit peu sur ces éléments-là, un petit peu de vitalité financière au niveau de notre commune, et puis nous devons vous présenter les orientations, notamment pour 2021. Les orientations, on la voit en fonctionnement, et les orientations en investissement. Les grosses différences se feront surtout en investissement, en fonction des ressources que nous avons, mais en fonction aussi des actions d'investissement qui seront programmées. Plus il y aura d'actions d'investissement, plus il faudra qu'on y mette des recettes en face, et notamment en variable d'ajustement
pour ces recettes, à la fois des subventions, mais également le recours à l'emprunt. Plus on fera de projets, plus on aura besoin d'emprunt, moins on aura besoin d'emprunt, moins on fera de projets, tout est communicant. Préalablement à ça, sans gros changements, vous avez la section de fonctionnement qui ne bouge pas forcément puisque nous alignons nos dépenses sur nos recettes. On est obligé d'être en un équilibre, donc nous calculons nos recettes de fonctionnement, les dotations d'État, les ressources issues des impôts, des excédents cumulés depuis quelques années, les recettes issues d'activités comme la cantine, les centres de loisirs. Alors, on est encore dans une année compliquée, vous verrez qu'on n'a pas mis des sommes optimales qu'on pouvait avoir auparavant, puisqu'il y a moins de gamins dans les centres de loisirs, il n'y a pas de vie culturelle, on ne vend pas de tickets lorsqu'on fait un spectacle, parce qu'il y a pas de spectacle aussi, donc ce sont des recettes en moins. Et puis nous avons en face de ça un certain nombre de dépenses qui viennent s'équilibrer en fonction des recettes qui sont prévues. Globalement, notre section de fonctionnement devrait s'équilibrer à hauteur de 8 898 002,66 €. Alors globalement, je vais dire, c'est pas la logique, on va commencer par les dépenses. Ce serait logique, c'est qu'on regarde les recettes pour savoir ce qu'on a et on regardera après ce qu'on peut dépenser. Mais la nomenclature et la logique budgétaire publique, qui n'est pas forcément la logique générale, fait qu'on commence par ces dépenses de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on nous retrouvons dans ces dépenses de fonctionnement? On est à la page 5, nous avons ce qu'on appelle les charges à caractère général, c'est-à-dire un certain nombre de dépenses de tous les jours. Le paiement des factures, les fluides, l'éclairage, des petites choses, du petit matériel, le carburant, des choses comme celles-là, qui font elles font la vie quotidienne et elles sont récurrentes. Nous nous sommes mis un objectif de diminuer ces dépenses de 6,31% par rapport à 2020, avec une possibilité d'atteindre cet objectif qui est quand même ambitieux et complexe de 1 660 000 €. Cet objectif est tenable cette année pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait qu'on aura un petit peu moins de dépenses que d'habitude, puisque, je prends un exemple qui est le plus concret, la vie culturelle et festive, on n'est pas là d'avoir des festivités assez importantes, je regarde Camille, mais c'est comme ça, de festivités importantes et qui coûtent donc en dépenses de manière générale, donc on a une capacité à se dire, au vu de la situation, il y aura forcément une économie sur le sujet. Et c'est également le fait de faire très attention au quotidien dans nos dépenses avec les services. Ça fait plusieurs semaines que les agents sont sensibilisés, j'ai sensibilisé également les adjoints sur le sujet, pour qu'on puisse tenir cet objectif d'1 660 000 €. Il faudra de toute façon maintenir à l'avenir, si on veut garder une capacité, comme on disait tout à l'heure, d'autofinancement de qualité, continuer à investir et avoir une vitalité financière. Il faudra qu'on trouve d'autres pistes d'économie de manière générale. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, on avait dépassé les 2 millions € de dépenses de charges à caractère général. Vous voyez qu'on a un objectif à 1 660 000, c'est que il faut quand même serrer la vis pour aller chercher ces sommes-là qui avoisinent les 400-450 000 € sur 2 ans, 450 000 € d'économie en fonctionnement. Je peux vous dire que c'est raide. Mais c'est réalisable et on essaiera de tenir cet objectif-là. Le deuxième poste important au niveau des dépenses de la commune, ce sont les charges de personnel. Qu'on soit clair. Elles vont s'élever dans nos projections à 3 670 000 € pour l'année 2021. Alors, pourquoi globalement? Quelles sont les raisons de ce genre de choses? Globalement, vous avez des revalorisations de traitement de fonctionnaires, vous avez un glissement vieillesse, technicité, vous avez une revalorisation des catégories C dans la parcours professionnel, carrière et rémunération. Ça, c'est des choses que les collectivités ne maîtrisent pas. Si l'État valide une revalorisation des points d'indice des fonctionnaires, l'État décide, ce sont les collectivités qui payent, sans aucune marge de manœuvre sur le sujet. Nous avons aussi quelques personnels qui sont en arrêt longue maladie et sur lesquels nous devons assurer des remplacements. Alors nous touchons des prestations, nous sommes remboursés par notre assurance statutaire puisqu'ils sont en longue maladie. Donc nous avons des recettes, mais en face, nous ne faisons pas l'économie de ne pas les remplacer, nous les remplaçons temporairement. Donc c'est aussi une dépense qui est maintenue de manière générale à ce sujet. Nous faisons également attention lorsque nous avons des départs en retraite de manière générale pour se poser la bonne question, à savoir faut-il remplacer la personne, oui ou non? Est-ce qu'une réorganisation interne permettrait de redistribuer le travail sur plusieurs personnes de manière complémentaire, ou s'il faut remplacer cette personne-là, comment nous pouvons chercher peut-être dans nos moyens internes des personnes qui auraient déjà le profil et qui pourraient bénéficier d'une mutation interne d'un service à un autre pour éviter de recruter. Parfois, nous n'avons ni la solution, ni la première solution, ni l'autre, il faut donc remplacer. Mais
au maximum, dès le départ, la première question qui est posée, je regarde la directrice générale des services, c'est se dire, quelqu'un s'en va, quelle stratégie pour remplacer cette personne? On essaye les stratégies internes. Si les stratégies internes ne correspondent pas, on s'en va sur un recrutement. C'est de la chaise musicale, globalement. De manière générale. Comme vous le voyez, on reste quand même dans des dépenses de personnel qui restent très correctes pour des communes de notre taille. Elles représentent 52,77% des dépenses de fonctionnement. Je crois qu'en arrivant début mandat, elle devait être à 49%. Une explosion des charges de personnel de manière générale. Et des communes qui font notre taille, généralement, présentent des budgets avec des charges de personnel qui représentent 56,5%. Donc on est même bien en dessous des communes de notre taille, enfin, ce que peuvent avoir les communes de notre taille en moyenne. Vous avez des communes, je prends l'exemple tout à l'heure de Saint-Saul. Saint-Saul présente un budget de fonctionnement avec 63% de son budget de fonctionnement qui représente les charges de personnel. C'est énorme. Et les élus se rendent compte aujourd'hui qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre. Autant, on le disait juste avant, sur les charges à caractère général, on va se on va être moins dépensier, on va faire attention, on va remettre en concurrence, on a une marge de manœuvre. Sur le personnel, c'est plus compliqué, les agents sont là. Et si en plus vous n'avez pas d'argent, par exemple au service technique, leur acheter des matériaux, qu'est-ce qu'ils font? Donc il y a une grosse réflexion à avoir sur notre RH. On a été attentif depuis des années, on continue à l'être. C'est pas parce qu'on a des bons chiffres qu'il faut relâcher la surveillance sur ce sujet-là, notamment pour maintenir des services existants. Autre budget important pour une commune de notre taille, c'est le budget 65. Il est très important pour une commune de notre taille, notamment du fait qu'on participe au financement d'un syndicat intercommunal avec le CIVOM qui gère la piscine. Vous voyez que cette contribution annuelle, chaque année, au 1er janvier, nous avons un chèque de 635 540,86 € pour le CIVOM pour faire fonctionner la piscine. C'est exactement la même somme après. Voilà. Là-dessus, pas de marge de manœuvre. Demain, si nous n'avions pas de piscine, une commune de la même taille que nous ne peut ne pas avoir de piscine. Ces 635 540 €, on les a, et on peut en faire ce qu'on veut. Là, il y a le choix d'avoir un équipement. La question s'est posée il y a 2 ans suite à l'incendie. Est-ce qu'on le ferme? Est-ce qu'on le réhabilite? Comment on travaille sur le sujet? Le choix a été de réhabiliter l'établissement. Donc, on s'est engagé aussi, avec une volonté politique, les communes du CIVOM, de continuer à, on va dire, se couper un bras, chaque année budgétairement, pour proposer à nos habitants d'avoir un équipement aquatique à proximité. Alors c'est un plus pour les enfants, c'est un plus pour les familles, c'est un plus pour les associations, les clubs, il y a une vraie vie sociale sur le sujet, mais une commune de notre taille se donne quand même les moyens de virer 655 000 € par an pour faire fonctionner une piscine. S'il y avait une commune voisine qui ferait la taille qui n'avait pas de piscine, c'est 635 000 qui restent dans la caisse. Et les élus en font ce qu'ils veulent. En faire des choses avec 635 000 € chaque année. Je voudrais quand même mettre en parallèle qu'au-delà de ça, le CIVOM va engager cette année les travaux de rénovation de la piscine. On est quand même, vous l'avez vu, sur un coût de 2 760 444 €, avec 70% de subvention. Alors, vous n'êtes pas tous élus au CIVOM, mais globalement, on allait chercher un maximum de subventions sur ce projet pour que ça coûte le moins cher possible au syndicat intercommunal, qui finance donc ce projet avec les dotations des communes, mais également avec un recours à l'emprunt, qui reste très modeste par rapport à l'enveloppe de travaux qui est présentée. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des charges exceptionnelles qui sont estimées à peu près 380 000 €. Alors vous avez globalement 2 postes et elles sont très importantes cette année. Le premier poste, c'est la rémunération de la délégation de service public pour la gestion de la crèche. Je vous rappelle qu'on a une structure petite enfance à Quiébrochin qui est gérée par un délégataire qui est Milo Marmot de Jean Mermoz. Nous avons aussi quelques places sur la partie intercommunale avec Crépin qui est située à Blanc-Misseron. Ces places-là sont réservées pour qu'en priorité elles soient données à des gens de Quiébrochin. Mais la grosse somme cette année, c'est les 269 669,33 € qui vont aller en subvention pour combler le déficit d'opération des vanneaux. Le quartier des vanneaux a été aménagé par la ville, il est terminé, leur décompte a sonné. On a réuni toutes les recettes issues de la vente des terrains. On a mis toutes les dépenses en face pour aménager le quartier, pour payer ce qu'elle va payer. À la fin, on a un déficit de 270 000 € qu'il faut bien payer. Alors, souvenez-vous, on vous avait proposé l'année dernière de provisionner 170 000 €. Ces 170 000 €, on les rebascule sur le budget 2021, ils n'ont pas disparu. Et à cela, on ajoute 100 000 € sur nos fonds propres de 2021 pour faire ces 270 000 € qu'on va virer de l'autre côté. Ça va jouer fortement, puisque ça n'arrive que cette année, mais c'est quand même une somme importante sur ce qu'on appelle tout à l'heure
l'excédent de fonctionnement. À la fin d'année, c'est comme vous, il y a un mois exceptionnel où vous avez une grosse dépense que vous devez assumer, ben à la fin du mois, vous pourrez peut-être mettre l'argent de côté que vous mettiez d'habitude, non pas parce que vous avez mal géré, mais parce que vous avez un paiement qui est tombé et qui fait, aujourd'hui, il faut le gérer. Cette somme-là est très importante dans ce budget 2021, et vous verrez dans la présentation du budget pour le prochain conseil, mais surtout l'année prochaine, lorsqu'on fera les comptes en fin d'année, elle aura un impact quand même sur nos ratios et sur les indicateurs dont je parlais tout à l'heure. Enfin, comme chaque budget, nous prévoyons des dépenses imprévues à hauteur de 150 000 €, parce que ça peut arriver, mais ces dépenses-là servent aussi en cours d'année, des fois en septembre-octobre, quand on dit tiens, on avait sous-évalué, on a dépensé un peu plus, ou on a eu un peu moins de recettes, ça nous permet de refaire des équilibres, de refaire un déséquilibrage important cette période-là pour le budget. Et puis, vous avez une somme qui calcule automatiquement, c'est la dotation aux amortissements, c'est globalement prévoir une somme d'argent pour renouveler vos actifs, votre matériel qui est obsolète, et que vous virez en recette d'investissement justement pour racheter du nouveau matériel, puisque votre matériel est devenu obsolescent. Ça, c'est simple, c'est une règle comptable, on prend les achats qui ont été faits, on prend un tableau d'amortissement, on dit ben voilà, en 2021, vous avez ça, et voilà la somme qui est prévue, vous la mettez en investissement, et votre objectif c'est de dire soit le matériel est amorti, il est en bon état, je continue à travailler, cet argent-là j'utilise pour autre chose, mais en tout cas, la règle comptable nous dit qu'il faut le provisionner et ça pourrait répondre à un besoin de renouvellement. Voilà globalement sur ces dépenses de fonctionnement. Alors en recettes, on le disait tout à l'heure, les recettes sont au même niveau puisqu'il y a un équilibre. Vous avez des produits qui sont issus des produits de gestion et des produits des services. Alors les produits de gestion courante, généralement, sont des loyers de bâtiments pour nous et qu'il faut qu'on rentre de l'argent, on fait rentrer l'argent de la commune. Et puis vous avez les produits des services qui sont, et vous voyez, 97 280 €, on est monté sur certaines années à plus de 140 000 €. Ce sont tous les produits qui sont issus des spectacles, des droits d'entrée, de la cantine, des centres de loisirs, des choses comme celle-là, qui aujourd'hui ne fonctionnent pas ou fonctionnent au ralenti et font qu'on a moins d'argent qui rentre dans les caisses. Nous avons ensuite en recette 3 573 279,35 €. C'est les recettes que l'État nous verse au titre des impôts. Impôts fonciers, le reste de la taxe d'habitation que nous allons avoir, et nous proposerons pour le prochain conseil municipal de ne pas augmenter les taux d'imposition. Alors je le dis chaque année, un calcul d'impôt c'est simple, il y a une base, c'est-à-dire la valeur avec laquelle votre bien est estimé, et ça c'est l'État qui la calcule et qui la valorise ou la dévalorise, et puis dessus les collectivités appliquent des taux. Département, nos communes, on applique des taux dessus. Si les bases ne bougent pas, que l'État ne revoit pas les bases et qu'on reste en même temps, les gens ne payent pas plus. Si l'État ne bouge pas ses bases, mais que la commune augmente ses taux, les impôts augmentent. Mais si la commune n'augmente pas ses taux, mais que l'État augmente les bases, vous vous doutez bien que les impôts augmentent aussi. Mais ce n'est pas un fait des choix de la commune de mettre une pression fiscale, c'est parce que l'État revoit ses bases. Et là-dessus, nous n'avons aucunement la main. Cette année, on serait plutôt sur une stagnation, puisque l'État prévoit une révision à hauteur de 0,20% de la taxe foncière. Voilà, c'est pas ça qui va changer la donne. Celui qui payait 1 000 € de taxe foncière va payer 1020, je crois, si je ne me trompe pas, 1002. Voilà, il n'y a pas un changement essentiel au niveau du coût. Et nous appliquerons les mêmes taux, donc nous n'allons pas mettre une pression supplémentaire sur les personnes assujetties à cette taxe foncière. Vous avez ensuite en recette les dotations de subventions participation de l'État, on le disait tout à l'heure, qui devraient être plutôt stables, DGF stable, dotation de solidarité rurale stable, et une DSU qui devrait, comme chaque année, peut-être un petit peu améliorée. Donc là-dessus, pas d'inquiétude spécifique. Nous en avons eu plutôt en début du mandat précédent, puisque chaque année, l'État nous diminuait à coût de 150 200 000 € par an les recettes. Là, on est sur des choses plutôt stables. Et enfin, vous avez le bas de laine, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui vous restait à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire les 1 42 490 € qui viennent en recettes et que nous allons éclater en partie après dans la proposition budgétaire, de garder en recette pour garder une trésorerie ou d'éclater vers l'investissement pour permettre de s'autofinancer. Vous avez quelques autres recettes à hauteur de 458 742 €, donc notamment ce qu'on disait, les 170 000 € que nous avions mis de côté l'année dernière pour payer les vanneaux, ce sont aussi des recettes, puisqu'on fait des dépenses de 170, on met 100 sur fonds propres et 170 qui viennent de l'année dernière. Et nous avons également 63 755 € de pénalité de retard sur des bons, on les a votés au dernier conseil municipal, je crois,
pour les travaux d'enfouissement de Jean Jaurès et pour les travaux d'accessibilité. Enfouissement, c'était Eiffage Énergie Réseau et accessibilité Société Green. Ça aussi, ce sont des recettes exceptionnelles qu'on n'a pas les autres années et qui viennent de participer à ce genre de choses. Et vous avez enfin le paiement, le retour de l'argent de la mission locale. Vieux dossier, nous avions été condamnés en procédure accélérée, je ne sais plus le terme, ça ne me revient pas à la tête, mais en référé de provision, pardon. Et le référé, c'est une chose, à un moment on passe au fond. Et sur la procédure de fond, le tribunal administratif a dit non, la commune n'avait pas à payer. Donc quand nous avions payé, ou nous avions été condamnés à payer sur le fond l'année dernière, ça nous avait coûté cette somme-là, de manière générale. Maintenant que le fonds a été validé, que la mission locale n'a pas fait appel, et je crois qu'on a passé les délais, et ben la mission locale va devoir nous rendre ces 78 688,73 €. Donc c'est aussi des recettes exceptionnelles, puisque ça ne tombe pas de tous les sens, et c'est une recette issue de la convention. Voilà pour cette partie en fonctionnement de manière générale. En investissement, c'est là où les choses vont se jouer, vous le voyez bien. Alors vous avez des choses qui ne bougeront pas, notamment en recettes, et vous avez des choses qui bougeront notamment en recettes, c'est le recours à l'emprunt et le niveau auquel on placera notre recours à l'emprunt cette année. Alors les choses qui ne changeront pas en recettes, vous avez des restes à réaliser en recettes d'investissement, c'est-à-dire des choses qui sont terminées pour lesquelles nous attendons des subventions, ou des choses pour lesquelles nous attendons de l'argent. Un exemple simple, souvenez-vous, la maison qui a été démolie 129 rue Jean Jaurès en face de l'ancienne Aldi. Souvenez-vous, la commune paye parce qu'il y a une procédure de péril, c'est la loi. Il y a 120 000 € qui ont été engagés parce qu'il a fallu faire de la consolidation, du désaplantage, etc. Par contre, on l'a bien dépensé, mais en recette en face, ce sont aux propriétaires, et là dans le cas de la succession, aux bénéficiaires de la succession, de rembourser la ville sur le sujet. Donc en face, nous alignons une recette, c'est l'argent qui devra nous être remboursé par les propriétaires, mais l'argent, on ne l'a pas touché aujourd'hui. Donc, cette recette existe bien, mais elle n'est pas encore rentrée dans les caisses de la ville. Pour avoir un exemple très concret sur ce qu'on appelle un reste à réaliser en recette. Vous avez l'amortissement des immobilisations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'argent qu'on provisionne de côté pour virer en investissement, pour renouveler notre actif et maintenir un matériel de qualité. Vous avez des fonds d'État, en particulier le FCTVA, la taxe d'aménagement. Quand vous construisez de nouvelles surfaces sur la commune, vous avez ce qu'on appelle une taxe d'aménagement qui est la partie entre le département et la ville, donc il y a une part qui vient au niveau de la commune. Mais vous avez également le remboursement de la FCTVA, c'est-à-dire que globalement, comment se calcule cette recette? Nous prenons l'État, nous déclarons, par exemple pour 2021, c'est des paiements 2 ans plus tard. Donc nous prenons toutes les dépenses d'investissement qui ont été réalisées en 2019. Nous ajoutons également les dépenses d'entretien de voirie et les dépenses d'entretien de bâtiments, c'est réfléchi. Nous les déclarons à l'État, nous payons généralement des TVA à hauteur de 20%, et l'État nous rembourse, non pas 20%, mais 16 points de pourcentage de cette TVA-là. Vous comprenez bien que lorsque nous avons investi fortement pendant une année, 2 ans, nous avons donc payé beaucoup de TVA, 2 ans plus tard, c'est beaucoup de recettes TVA qui reviennent dans les caisses de la commune. D'où l'importance de garder une certaine dynamique d'investissement, puisque ça nous permet de maintenir des recettes futures dans les 2 années à venir. Ces sommes-là cumulées, aujourd'hui, on prévoit une ressource à hauteur de 315 000 €. Et puis après, vous avez, c'est quelque chose qui est très important, les subventions d'investissement. C'est tous ces dossiers qu'on passe à chaque fois, il y en a encore après, pour lesquels on n'a pas toujours des réponses positives, mais c'est sûr que si on ne monte pas de dossier et qu'on ne monte pas, on n'aura jamais d'argent. Qu'on sollicite auprès de différents partenaires pour nous aider à investir. Dans le principe budgétaire, c'est d'avoir un principe de réalité et de sincérité, c'est-à-dire qu'en recette d'investissement, on inscrit non seulement que des recettes pour lesquelles nous avons eu un avis positif et donc une notification, et non des recettes qu'on aurait soi-disant sollicitées sans savoir si on allait les avoir. Là, ce qui s'inscrit, c'est des choses pour lesquelles nous avons eu une confirmation. Et deuxièmement, ce sont des recettes qui correspondent à des projets qui sont prévus dans les dépenses du budget. Nous n'allons pas mettre une recette de subvention pour un projet qui, en dépenses, n'est pas prévu et prévu l'année prochaine. On n'est plus dans une sincérité budgétaire. Cette année, vous aurez en présentation globalement ce qui est retenu plus ou moins comme type de subvention. Donc il y a, au niveau de CABN, c'est l'ancienne métropole, communauté d'agglomération de l'ancienne métropole, on a du VISIC 2021-2026 210 000 €. Je crois qu'on le sollicite juste après, ou on l'a sollicité, je ne me souviens plus. Nous avons Agence de l'eau, subvention 2020, 21 000 €. Nous avons ensuite ce qu'on appelle travaux d'aménagement et mise en conformité du lac. Globalement, c'est la rénovation du centre Louis Enoch, où il y a la danse, l'espace jeunesse, club senior, bibliothèque.
De manière générale, nous avions une DPV en 2019, donc nous ne l'avions jamais inscrite au budget, mais puisque nous prévoyons de commencer les travaux cette année, nous l'inscrivons donc en recette. Nous avons l'appel à projet de la région, souvenez-vous, 1 million d'arbres, pour laquelle la région nous a répondu favorablement. Nous avons mis donc des projets de plantation en face et nous avons donc 16 065 € de recettes. Et nous avons enfin, souvenez-vous, le projet de renaturation des fibres du Hainaut, où l'agence de l'eau prévoit une participation à hauteur de 90 181 €. Je pense qu'on n'a pas à rougir quand on arrive à aligner 400 177 € de subvention pour une commune comme notre taille pour un budget annuel. C'est pas très mal. Voilà globalement ce que nous avons en recette, et puis après nous avons aussi en recette l'emprunt, mais nous allons y venir juste après. En face de ça, vous avez des dépenses d'investissement. Ces dépenses d'investissement, vous avez les restes à les réaliser, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui n'a pas pu être réalisé, des prévus au budget 2020, mais n'a pas pu être réalisé et donc reporté. Vous avez le résultat d'investissement reporté qui était de 388 740,28 €, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en préambule. Et vous avez l'ensemble des projets d'investissement que nous avons positionnés. Alors globalement, vous allez tomber sur quoi? Les gros morceaux, la phase 1 de Mozart qui est en cours sur la rue des Minuit. Quand je dis Mozart, c'est Mozart élargi, c'est les travaux sur Minuit. Vous avez les rénovations des menuiseries d'école Pasteur, on en parlait tout à l'heure, qui ont été décalées à cause de la crise sanitaire. La renaturation des fibres friches du Hainaut et les frais de rachat des terrains à l'EPF à hauteur de 100 000 €. Et puis vous avez d'autres projets qu'on présentera peut-être un peu plus dans le détail pour le vote du budget. De manière générale, on essaie de focaliser sur des choses qui coûtent 150 200 000 € minimum. Et, on a racheté un véhicule poids lourd parce que le poids lourd a 22 ans et il ne passe plus au contrôle technique, ça coûte un peu plus de 100 000 €. Il y a des choses comme celle-là qui coûtent de l'argent mais qui ne sont pas significatives en termes de projets structurants. Donc voilà, il y a toujours des travaux de rénovation de voirie, il y a toujours des travaux dans nos écoles, dans nos équipements, de la rénovation d'éclairage public. On vous donnera un peu plus de détails dans la présentation budgétaire, mais disons que nous ne sommes pas sur des sommes de 200, 300, 400, 500, 600 000 € quand on parle de secteurs comme la rénovation sur vos arts élargis. Il faut que ce soit des budgets significatifs. Alors on le disait juste auparavant, nous avons un certain nombre de recettes. Ce qui va nous permettre d'investir plus ou moins, c'est le recours à l'emprunt, c'est lui qui va équilibrer, c'est lui qui vient clôturer votre budget. Quand vous alignez vos recettes, quand vous alignez vos dépenses, vous avez deux options. Soit vos dépenses et vos recettes correspondent, et ça se passe bien, soit elles ne correspondent pas, et vous pouvez trouver des solutions. Première solution, je dépense moins, je fais moins de projets. Deuxième solution, je veux maintenir des projets importants et je vais donc chercher des financements extérieurs, et notamment des emprunts. La politique d'endettement, elle doit être maîtrisée. Faire un emprunt, ce n'est pas un gros mot. Par contre, faire un emprunt chaque année sans maîtriser et faire des emprunts parce qu'à côté de ça, on n'est pas capable de mettre l'argent de côté, d'aller chercher des subventions, ça ne va pas non plus. Tout est dans l'équilibre. Donc nous avons, comme chaque année, des propositions à vous faire, et le débat d'orientation budgétaire est là pour vous donner une certaine visibilité et donc toutes les options possibles. La première option, on ne fait pas d'emprunt. C'est-à-dire que globalement, on se limite aux recettes que nous avons aujourd'hui, villes, et les subventions qui sont accordées. Ça nous permet globalement de porter à hauteur de 1 505 787,60 € nos projets d'investissement. C'est-à-dire que globalement, on ne fait pas l'école Pasteur, on ne fait pas le LAC, on se limite à Mozart et quelques autres renouvellements de restent à réaliser, et c'est tout. La deuxième option, c'est d'avoir un emprunt à un certain niveau, 600 000 €. Pourquoi 600 000 €? C'est le niveau d'emprunt de l'année dernière, mais c'est aussi un emprunt qui permet à la commune à la fois d'emprunter mais de continuer à se désendetter. Je m'explique et je fais un petit focus sur le sujet. Chaque année, la commune rembourse de la dette, les intérêts en fonctionnement, le capital en investissement. Lorsque vous réempruntez moins que ce que vous remboursez, vous vous désendettez quand même. Puisque vous remboursez beaucoup plus d'emprunts, vous avez rencontré un nouvel emprunt, mais vous éteignez d'autres créances que vous avez auparavant. Donc la présentation d'un niveau d'emprunt un petit peu inférieur à notre niveau de remboursement de dette permet de dire ça peut être une option d'équilibre en disant je vais chercher de l'argent, mais en même temps, je continue de me désendetter tout doucement. Voilà pourquoi cette option est présentée. Troisième option, un emprunt de 100 000 €. Cet emprunt-là, aujourd'hui, permet à la commune d'investir donc beaucoup plus. On serait sur une enveloppe de 2 405 787,60 € en nouveaux projets, je parle. Mais endette un petit peu plus la commune. Et enfin, vous avez
une dernière option qui est à 1 200 000 € d'emprunt. Là, c'est la proposition la plus extrême. Vous avez deux extrêmes sans emprunt et une avec un très gros emprunt qui permet de faire énormément d'investissements mais qui réendette la commune. Et qui permet d'aller à 2 727 387,60 €. De manière générale, l'emprunt que nous allons faire, quel qu'il soit, n'a généralement pas forcément d'impact sur l'année où on le lève. Pourquoi? Parce que vous commencez à rembourser généralement l'année suivante. C'est le fonctionnement qu'on a, nous, collectivité. Mais également sur le fait que, puisqu'on rembourse d'abord l'intérêt, les intérêts d'un emprunt, que ces intérêts sont en fonctionnement, l'impact sur les dépenses d'investissement et donc pour rembourser le capital se font beaucoup plus tard dans le cadre de l'amortissement de votre emprunt. Donc, vous faites un emprunt, sur l'année, pas d'incidence, par contre, l'année prochaine. Attention, vos dépenses de fonctionnement vont augmenter parce que vous allez commencer à rembourser l'intérêt de cet emprunt-là. À côté de ça, si vous voulez être stratège, vous positionnez l'historique de vos emprunts. Et en fait, on se rend compte que sur l'année 2021, mais également sur l'année 2022, nous avons des emprunts qui sont anciens et qui vont venir s'éteindre. On va solder de manière générale. C'est-à-dire que même en faisant de nouvel emprunt, puisqu'on a des emprunts anciens qui vont disparaître, notre capacité de désendettement va quand même respirer. Parce que notre volume général d'endettement va diminuer fortement en ayant cette extraction de deux emprunts assez anciens. Donc le choix qui est fait aujourd'hui pour maintenir un niveau d'investissement satisfaisant tout en contenant notre dette, c'est, de manière générale, on se retrouve pour l'emprunt autour des 900 000 €. C'est pour nous le bon compromis pour mener nos projets, mais également le bon compromis pour ne pas forcément trop réendetter la commune et garder une certaine vitalité financière. Voilà le choix qui vous serait certainement proposé dans le cadre du vote du budget. Alors ça sera peut-être 850, ça sera peut-être 950, 920, j'en sais rien, mais grosso modo, on serait dans cette situation-là. Ce qui nous permet aussi d'avoir recours à l'emprunt et d'en profiter, entre guillemets, c'est qu'on a toujours une capacité à avoir des taux d'intérêt assez bas. Chaque année, je le dis, vaut mieux emprunter quand vous avez des taux 1,10, 1,30, 1,40 que d'aller emprunter, de dire bah non, on va attendre, on met de l'argent de côté, et puis peut-être que l'année prochaine, on fera un emprunt. Puis l'année d'après, pour X raisons, vous tombez sur des taux à 2,80, 3,50, sur des emprunts à 1 million d'euros, les taux à 3,50, je peux vous dire que l'emprunt coûte cher au bout des 20 ou des 25 ans pour la collectivité. Donc voilà, la stratégie se fixe là-dessus. Des dépenses raisonnables, mais continuer d'avoir une dynamique d'investissement. Avoir recours à l'emprunt pour créer des futures recettes et continuer à investir de manière générale. Profiter de cet emprunt parce qu'on est sur des taux d'intérêt assez bas avec la commune à une vitalité financière, mais aussi comparer le fait que cet emprunt peut être un petit peu plus important cette année puisque nous avons d'anciens emprunts qui sont en train de s'éteindre et que donc il ne va pas avoir un impact important sur notre endettement à très court terme, et même à long terme. Voilà un petit peu les orientations qui seraient données autour de cette politique d'endettement pour cette année 2021. Nous avons ensuite une partie qui, en page 8, s'appelle les engagements pluriannuels. Nous devons vous présenter les engagements que la commune a pu prendre sur plusieurs années parce que forcément, c'est des engagements contractuels et que lorsqu'on signe un contrat pour plusieurs années, chaque année il y a une participation et il y a donc une charge qui est très structurelle et rigide. Pas de danger sur notre commune, on le dit clairement. Vous avez deux types d'engagements pluriannuels. Le premier, ce sont les engagements au titre de l'établissement public foncier, ces fameuses conventions EPF. On en a 3 aujourd'hui, on en aura certainement une 4e tout à l'heure au vu de la délibération. Les 3 d'aujourd'hui, fibre du Hainaut, Courbevoie. On est en sortie, on a mis 100 000 € de côté, on met 200 000 € cette acheté pour racheter les terrains, parce que les terrains touchent à peu près 300 000 €. Globalement, celle-là, elle est financée, il n'y a plus de risque, c'est fini, la commune rachète, c'est terminé. Le deuxième, îlot et Guipard. C'est rasé. On parlera d'un projet, je pense, dans les semaines qui arrivent en conseil municipal parce qu'on aura plus d'éléments sur le permis d'aménager. Et surtout, il y a quelqu'un qui rachète les terrains, c'est Norcem. La commune, pas de risque sur le sujet, elle n'a pas à se dire il n'y a pas encore de projet, il faut racheter à l'EPF et faire un projet. Sécurisé. Dernière convention active, Courbourgogne. Les travaux devraient commencer, c'était pour le printemps, ça prend un petit peu de retard. Pour être transparent avec vous, c'est pour 2 raisons. Premièrement, on a une difficulté avec le département du Nord et Noréal pour faire le débranchement de réseau d'eau potable et aussi d'assainissement. Ils sont sur la chaussée rue Jean Jaurès, le département du Nord a fait la chaussée il y a 2 ans.
il n'est pas d'accord pour qu'on fasse des trous et puis des pas de choix après. Donc il proposait de couper sur le trottoir et de mettre ce qu'on appelle des tampons sur le réseau, mais L'Oréal n'est pas d'accord pour mettre des tampons. Alors je sais que l'Archimilblick la semaine dernière avec des élus et avec les techniciens de L'Oréal et du département, une solution a été trouvée. Le deuxième sujet qui fait retarder ces travaux à Bourgogne, c'est que vous avez ce qu'on appelle des référés préventifs, et vous savez qu'il y a beaucoup de mitoyenneté. Il reste quelques maisons entre deux, des travaux de démolition, ça peut poser problème. Et que donc le PF met en place des recours préventifs, et il y a un des propriétaires qui ne peut pas signer pour X raison pour le moment, et ça fait donc retarder, on ne peut pas commencer de travaux s'il n'y a pas un accord qui est trouvé. Donc voilà pourquoi il y a un petit peu de retard, ça sera certainement plutôt à l'été ou à la rentrée pour ces questions-là. Mais pour revenir à cette convention, pas de danger, elle va seulement être démolie, on a encore certainement 2 ans devant nous quand on démolisse, qu'il fasse les purges, qu'il rende le foncier. Et deuxièmement, le foncier doit être repris par Norcem parce que c'est aussi un des sites avec un projet d'aménagement. Donc la commune, en termes d'engagement pluriannuel lié à l'EPF, très peu de danger. Il y a des communes dans le secteur qui ont pléthore ou qui ont même très peu de conventions EPF, mais qui n'ont pas de projet, où l'EPF a commencé à acheter, on leur dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vous vend le site, on le démolit pas, on fait quoi? De toute façon, on va faire passer à la caisse, il y a 1,2 million à nous aligner sur la table, parce que vraiment, voilà, l'EPF est là pour maîtriser, pour démolir des pollueurs, pour accompagner les collectivités, mais ils ne sont pas porteurs de fonciers, ils ne sont pas banquiers pour les villes. Il faut que les villes réfléchissent avant de s'engager et disent, voilà, si je demande à l'EPF d'y aller, c'est parce que je veux réaliser des choses derrière. Nous, les choses se réalisent. Fibre du Hainaut, on le maîtrise, on fait un projet de renaturation fortement subventionné, et je pense qu'on n'est pas allé au bout. Je regarde avec la directrice générale, mais on a encore des cofinancements qui doivent arriver, on vous les présentera très prochainement. Et les 2 autres sites, on a trouvé un opérateur pour construire de l'habitat. Voilà, simplement, on a été actif, on participe aussi pour cet opérateur. Puisse venir sur Quai-Roche, on lui donne 420 000 €, on lui fait des apports fonciers, on fait un effort aussi de notre côté pour être attractif et faire venir des opérateurs, et des opérateurs qui nous retirent les épines du pied avec ces fameuses conventions EPF. Les deuxièmes engagements pluriannuels, ils sont aussi maîtrisés puisque c'est finalement des engagements que la commune a pris sur ce qu'on appelle des autorisations de programme, crédit de paiement. Quand vous avez un projet important et que vous savez que vous allez l'étaler sur plusieurs années, il existe un outil qui s'appelle une autorisation de programme, dans lequel vous mettez le coût total du projet, et à côté de ça, des crédits de paiement, c'est-à-dire la somme que vous allez mettre chaque année pour réaliser une tranche du projet. Aujourd'hui, on en a 3. Il y a les travaux de mise en œuvre du réseau de vidéosurveillance, on arrive au bout, globalement. Il existera encore certainement une année ou 2 avec des sommes moins importantes qu'on a pu avoir auparavant. Vous avez les travaux d'aménagement et de voirie de trottoir, Eugène Normand, Cité Mozart élargi, donc voilà, première année cette année, l'année prochaine, ça va s'étaler jusqu'en 2023-2024. Chaque année, on met une tranche. Et vous avez les travaux de changement de menuiserie à l'école Jean-Marie Brison et Pasteur. Pourquoi? Parce que nous avions fait Jean-Marie Brison fin 2019, début 2020. Nous avons même fini 2020 en reprise de confinement. Nous devions terminer en 2020 Pasteur, mais comme ça en 2021, on remet des crédits pour 2021 et c'est bien échelonné. Même chose, fin de l'année 2021, les travaux seront réalisés, donc il y aura une extinction de ce dispositif pluriannuel. Viendront quand même exister 2 nouveaux dispositifs d'autorisation de programme, c'est les travaux au lieu d'accueil loisirs proximité, donc Ouliénoc, parce qu'ils seront à cheval 2021, 2022, peut-être même 2023, donc on la créera au moment où on sera opérationnel, c'est-à-dire en cours d'année, en cours d'exercice budgétaire, mais également sur la renaturation des fibres du Hainaut, et là c'est simple. Vous allez commencer des travaux certainement cet été et à l'automne, et il y a peut-être des travaux de plantation qui continueront à l'hiver prochain, et qui seront donc à cheval sur 2021 et 2022, et donc pour avoir une visibilité budgétaire, on fera cette autorisation de programme avec un peu d'argent sur 2021 et un peu d'argent sur 2022. Donc c'est des choses qui sont maîtrisées, vous voyez, on n'est pas, et on a la main, c'est nous qui choisissons les sommes que nous mettons. Enfin, dernier sujet, de manière générale, on parlait tout à l'heure de la structure et de la gestion de la dette. Vous avez un tableau qui reprend un petit peu plus loin l'évolution de la dette, si elle est vieillissante, jeune ou quoi que ce soit. Globalement, au 31 décembre 2020, nous avons un encours de dette de 5 542 080 € 96. C'est-à-dire que globalement, si tous nos banquiers ou nos prêteurs nous disent aujourd'hui, vous nous remboursez sur le champ, on doit sortir 5 542 080 € 87. L'année dernière, nous avions fait un emprunt à hauteur de 600 000 € de manière générale, et nous en remboursions 655 000 €. Nous avons donc désendetté la commune de 45 000 €, 45 132,45, tel que vous voyez, de manière générale. Et on avait un flux net de dette positif en 2019, parce qu'il y avait un gros emprunt, mais même chose, il
il y a eu l'extinction d'un autre emprunt, donc le recours à cet emprunt était quand même limité dans l'augmentation de notre endettement. Je parlais tout à l'heure du ratio, il y a un ratio qui est important, ce qui est un ratio, ce qui s'appelle le ratio de rigidité structurelle qui est à 59%. Il est un petit peu élevé puisque le ratio, ce qu'on appelle acceptable de moyenne, est 58%. Donc, globalement, on est dans la moyenne des communes de notre strate. De manière générale, il y a un risque de dépassement en 2021. Alors, simplement pourquoi? À cause de ces 270 000 € qu'on va virer au Vadon et qui vont faire qu'en fin d'année, on aura un peu moins d'argent de côté. Donc, même si on dépense moins, même si on ne faisait pas d'emprunt, le fait d'avoir des dépenses supplémentaires, mais que cette année, finalement, ponctuelle pour les Vadons, font que ce ratio sera un petit peu plus compliqué. D'où aussi notre objectif de maintenir nos charges à caractère général et de faire attention à nos autres dépenses pour maintenir quand même ce ratio le plus acceptable possible. De manière générale, on continue à maintenir notre masse salariale parce que ça joue aussi sur ce ratio et j'en parlais tout à l'heure. On a une capacité de désendettement, alors c'est un calcul spécifique, on prend le volume de dette et le nombre d'années en investissement qu'il faudrait pour rembourser cette dette-là. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est sur 6 ans et 2 mois, avec une baisse en 2020 et il y avait une petite augmentation à hauteur de 8 ans et 3 mois en 2019. Ça démontre qu'on a une dette qui baisse et qui permet d'avoir des marges de manœuvre, à la fois au quotidien financièrement, mais aussi pour avoir de nouvel emprunt et donc pour lancer de nouveaux projets si on le souhaite. On disait tout à l'heure que le ratio risque de se détériorer, notamment au niveau de la CAF, attend la régularisation de la TVA sur le lotissement des valeurs. Conclusion assez générale, et on ne va pas se noyer dans les chiffres, l'objectif c'est d'avoir vraiment des tendances dans ce rapport d'orientation budgétaire. Plusieurs choses nous alertent aujourd'hui, c'est qu'on est toujours dans une période de crise et qu'il faut donc continuer à assurer un service public, peut-être des fois peut-être un peu plus attentif envers les personnes les plus fragiles pendant cette période. Parallèlement à ça, on n'a pas forcément les recettes attendues. Recettes fiscales, mais aussi recettes des services. Je suis aussi assez sceptique sur ce qu'on appelle tout à l'heure la péréquation horizontale, sur le fait que l'AGLO sera toujours en capacité de nous rendre autant de dotations, dans le sens où l'AGLO vit aussi de recettes fiscales et notamment de l'utilisation foncière des entreprises. Et le président nous a annoncé qu'il y avait une baisse à hauteur de 20 à 23%. Je regarde Jean-Marc et Corinne, des recettes en 2021, voire 2022, des recettes d'ACFE, parce que crise oblige, les entreprises ferment, il y a moins d'activité, donc il y a moins de recettes qui rentrent dans les caisses de l'AGLO. Et l'AGLO, il y a moins de recettes, à un moment, elle sera en capacité de faire, elle devra chercher des sources d'économie, et je pense qu'elle fera très attention au rééquilibrage de la distribution des dotations aux communes. Donc il faudra qu'on soit quand même très vigilant pour 2022 et 2023, je pense. Le deuxième sujet, c'est que la crise, il va falloir la payer à un moment. Aujourd'hui, on a des annonces à 1 milliard, 2 milliards par-ci, on met 100 millions par notre côté ou quoi que ce soit. Ok, c'est très bien, c'est financé avec de la dette. La dette, c'est nous tous ici. C'est nous qui la payons, la dette. Donc, à un moment, l'État aussi va être mis en face de ces réalités en disant, voilà, vous avez aidé pendant le Covid et il faut aider ou quoi que ce soit, par contre, maintenant, il va falloir rembourser. Et on va demander un effort à tout le monde. Et je pense qu'on va le demander aussi aux collectivités en disant, voilà, on va vous donner un petit peu moins que d'habitude, et l'argent qu'on ne vous donnera pas, il va nous aider à rembourser la dette et tamponner un petit peu les dépenses qu'on a eues et les recettes qu'on n'a pas eues aussi pendant pendant la période Covid. Donc il faudra quand même qu'on soit assez attentif, puisque je ne pense pas que ça sera sur 2022, il y a des élections présidentielles. Ça ne foutrait mal d'aller le mettre à cette période-là, soyons politiques clairement. Par contre, je pense que 2023, ça va être une claque budgétaire assez importante et il faut s'y attendre. Donc il faut qu'on soit très attentif et raisonnable, parce qu'à très court terme, on risque d'avoir quand même des baisses de dotation, ou si ce n'est pas des baisses de dotation, plus de difficultés à avoir des subventions, à se faire financer des projets par l'État ou par d'autres structures publiques. Il faudra continuer à être attentif pour préserver nos politiques d'accompagnement auprès des habitants. Nos politiques publiques sera interrogée, est-ce qu'elles correspondent toujours aux besoins des habitants? Quand vous avez créé un service ou des options, des choses qui existaient il y a 20 ans, elles correspondent à un besoin, mais la société a changé. Est-ce qu'on a encore besoin de ce genre de service? Est-ce qu'au contraire, on n'a plus besoin de ça, mais apparaît tel besoin et il faut donc l'adapter? Ça, c'est quelque chose d'important et sur lequel on va être attentif. Autre sujet, il faudra qu'on continue à développer un plan de politique pluriannuel d'investissement volontariste, mais en continuant à rechercher énormément de subventions, comme on le disait tout à l'heure. Globalement, les budgets qui vont arriver vont devoir être des budgets où nous devrons anticiper une certaine rigueur budgétaire,
et sur lesquels nous devrons nous poser des questions sur nos projets d'investissement, en pensant au fait que, et en prenant en compte, est-ce que ce projet correspond aux besoins des habitants? Si oui, allons-y. Combien ce projet coûte-t-il? Avons-nous les moyens de le faire? Ce projet peut-il avoir des subventions et des aides extérieures pour que ça coûte le moins cher possible à la commune? Et enfin, ce projet, quel impact ce projet aura-t-il sur notre fonctionnement? Est-ce qu'il nous permettra de faire des économies? Exemple, on rénove notre éclairage public, on met des chaudières qui consomment moins, on isole des bâtiments, c'est peut-être pas des choses extraordinaires, mais on rénove du patrimoine, on garantit des services publics et in fine, on a des factures moins importantes. Voilà le genre de réflexion. Ou est-ce que ce projet va induire des nouvelles dépenses à la collectivité? Vous pourrez dire, les habitants, il faut créer une nouvelle salle de sport, j'en sais rien, des choses comme celle-là, ok. Est-ce qu'on peut avoir des subventions? Est-ce qu'on peut la faire la plus vertueuse possible écologiquement, en termes d'énergie ou quoi que ce soit? Mais attention, ça veut dire que derrière, il faut mettre un gardien, il y a quand même des dépenses, il y a des choses comme celle-là. Donc il faudra quand même qu'on soit très stratège, comme dans la vie de tous les jours, quant aux options d'investissement qu'on prendra, et donc bien prendre en compte ces données, de manière générale. Voilà ce que j'avais à dire un petit peu aujourd'hui dans le cadre de ce rapport d'orientation budgétaire. Je n'ai pas voulu vous noyer avec des chiffres, j'ai surtout voulu vous donner un état d'esprit. Parce que c'est surtout ça, de manière générale. Gros, on discute de 450 ou 380 000 euros. Effectivement, il y a des choses claires et nettes, mais c'est surtout l'état d'esprit qu'on donne à un budget, à une gestion d'une commune et au projet d'une commune, ce rapport d'orientation budgétaire. Les chiffres purs, durs, stricts, peuvent être discutés dans le cadre d'un budget. Mais voilà la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui sur ces différentes questions. Alors voilà, moi je suis ouvert à ce qu'il y ait quelques échanges, on est là aussi pour se poser des questions, connaître un peu les positionnements des uns et des autres. J'aurais bien aimé connaître les positionnements des opposants, voilà, de manière générale, mais l'idée était de pouvoir discuter dans le débat. Si des gens souhaitent prendre la parole, avoir un échange ouvert, voilà, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas d'échange ou de remarques bêtes. On est là pour vraiment discuter ensemble et se dire que voilà, ce débat a vraiment eu lieu, on a pris connaissance d'un certain nombre d'informations qui, je pense, sont assez claires. On n'est pas dans la langue de bois, on n'est pas en train de vous enfumer avec quoi que ce soit. Les choses sont claires et l'état d'esprit qui est donné par ce document se répercute également par les tableaux, les chiffres qui sont communiqués. Voilà, j'ai peut-être été long. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières, non, j'en sais rien. Pour le débat, il n'y a rien de spécial. Je pense qu'on est sur des mots de prudence, mais en même temps, on ne se referme pas sur nous-mêmes. On continue à travailler, mais on reste prudent. Pas de questions? Oui, Jean-Pierre. Il faudra faire des économies parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer l'année prochaine. C'est ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Bien sûr, attention. Non, mais pour ce faire, je pense que vous vous doutez bien. Plusieurs mairies, à fin d'année 31 décembre. Ben oui. 1 million, 2 millions. On est d'accord. Alors, faut en prendre en laisser, mais à longueur de journée, on va relancer, on va vous aider à faire ci, à un moment, il faut le payer. Enfin, voilà, qu'on soit clair. C'est bien d'ouvrir les robinets, mais à un moment, il faut bien que l'eau, elle vienne de quelque part. Et si l'on l'emprunte à quelqu'un, il faudra bien lui rendre un jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif et qu'on n'est pas dans des politiques d'expansion. On va créer de nouveaux services, on va en foutre plein nos habitants sur tel ou tel sujet, en sachant qu'à un moment, on devra leur dire c'est bien, on l'a fait, mais maintenant, on est obligé de revenir en arrière. Et tout le monde sait qu'on n'est pas là pour vendre du rêve aux gens et leur faire revenir en arrière. Les lendemains, c'est encore plus difficile lorsque c'est comme ça. Donc voilà, des fois, on est obligé de dire non. On peut paraître des fois un peu raide, un peu dur ou quoi que ce soit, mais c'est pas par une volonté de nuire aux habitants. C'est parce qu'à un moment, on souhaite maîtriser les choses et continuer à avoir une gestion saine dans notre commune et pas dépendre des banques, de l'État et de ce genre de personnes qui, du jour au lendemain, peuvent être vos amis et qui, du jour au lendemain, peuvent vous dire oui, on ferme le robinet, on vous aide plus. Et là, vous trouvez, comme on dirait un peu plus vulgairement, le mettre dans l'eau. Donc voilà. Pas forcément de remarques particulières, si, non. Je pense que c'est au carré. Est-ce qu'on peut prendre acte de ce rapport a bien été présenté? Voilà, globalement, c'est quelque chose qui a été compris, échangé. Les choses sont plutôt transparentes, pas de soucis particuliers là-dessus. C'est bon pour vous? Merci. Nous allons poursuivre lors du jour d'un conseil municipal. Le point suivant, vous voyez à chaque fois, les demandes de subventions. Cette fois-ci, c'est auprès de Valenciennes Métropole, donc sur le fonds de soutien aux investissements communaux, pour la poursuite sur les phases 2. C'est les phases qui arriveront courant fin 2021-2022 qui concernent rue des Champs et rue de l'Abreuvoir dans l'ordre du projet sur l'aménagement de ce qu'on appelle quartier prioritaire politique de la ville. Bon voilà, globalement on sollicitera à peu près 210 000 €
en sachant que cette enveloppe ZIC 2021-2026, elle est à peu près de 600 000 € pour notre commune. Donc il nous resterait 390 000 € qu'on pourrait solliciter sur notre projet. Voilà, les choses sont présentées. Je pense que la fiche projet, c'est exactement la même qu'on a pu déjà donner sur d'autres demandes, notamment le ZIL. C'est exactement la même sur la délibération suivante pour la région dans le cadre du plan de relance. Je ne pense pas que ça ait des remarques particulières. On peut dire que c'est voté à l'unanimité. Merci à vous. Le point suivant, exactement même sollicitation pour un même projet à hauteur de 150 000 € près de la région. Donc la région crée un plan de relance aussi. Globalement, l'idée des plans de relance, c'est de dire si vous avez des projets qui sont matures et qui représentent de manière significative des beaux chantiers, ben nous on vous donne un petit peu plus d'argent si vous nous garantissez que ça va se faire et que ça va se faire rapidement. L'objectif c'est de réinjecter l'argent pour que les entreprises aient du boulot et que ça tourne dessus et qu'elles ressentent le moins de Covid possible. Donc nous avons sollicité la région dans le cadre du Fonds spécial de relance et de solidarité avec les territoires à hauteur de 150 000 €, exactement pour le même projet qui a été présenté juste avant pour la délibération ZIC. Voilà, je ne sais pas si ça fait émaner des remarques particulières. Les 150 000 € c'est tapé. On ne peut pas aller plus haut de manière générale, donc voilà, on aller au maximum. Les échanges qu'on a pu avoir avec la région font qu'aujourd'hui on est dans les clous et ça devrait bien se passer. Pas de remarques particulières, on peut le valider, voilà. Bon, de délib, on est quand même à 360 000 €, c'est pas mal. Dernière délibération, et là, il y aura peut-être quelques questions et ça fera quelques précisions, une aide de demande de financement au titre de l'appel à projet national de la classe de la biodiversité communale. Globalement, vous avez le ministère de l'Environnement qui lance un appel à projet pour que les communes qui le souhaitent mettre en place un atlas de la biodiversité communale avec notamment aussi des crédits d'État dans le cadre de la relance. Alors, qu'est-ce que change? Globalement, l'objectif c'est de faire un bilan un petit peu de la faune et de la flore qu'on a sur notre commune. Alors, on s'en fout de savoir s'il y a des chenilles, des grenouilles, des arbres comme ci, des arbres comme ça. Si, c'est important parce que vous le voyez, et on le disait tout à l'heure, demain, si on doit aller chercher des subventions pour des aménagements, si on veut travailler sur le parc de l'Odel, pour le réaménager, si on veut travailler sur des aménagements de voirie, d'espaces publics, le fait d'avoir fait un bilan et un diagnostic de ce type-là nous permettra de justifier que, premièrement, nos projets ont été réfléchis et on connaît notre territoire, et si on veut mettre en place ce projet, c'est parce qu'il correspond aux besoins de notre territoire, et que, deuxièmement, et vous savez que c'est la mode aussi, mais aussi c'est une volonté, on intègre toujours un volet un petit peu de développement durable, écologique dans nos projets. Et le point de départ pour qu'on puisse démontrer et justifier dans nos projets les uns les autres qui sont vertueux et qu'on veut aller chercher de l'argent parce qu'on fait de l'investissement vert, c'est d'avoir cet atlas, cet audit un petit peu, comme on peut l'avoir au niveau de la commune. Alors globalement, ça a un coût à hauteur de, je me souviens plus, 25 564 €, donc c'est TTC de manière générale. Donc en hors taxe, ça doit être un petit peu moins, on doit être à 22 000 et quelques dessus. Et la subvention que nous pouvons avoir de l'Office français de la biodiversité est de 77%, et nous aurions 23% globalement. La commune aurait à mettre 5 913 € sur fonds propres, et nous aurions une subvention potentielle de 19 651 €. Voilà cet inventaire, quelque chose de très intéressant, et qui va attirer aussi un regard positif sur notre commune, puisque nous sommes la seule commune dans le secteur à répondre à cet appel à projet. Et qu'à côté de ça, commune de parc naturel régional, puisqu'on en fait partie, le parc naturel ayant appris qu'on répondait à cet appel à projet, nous a dit nous on voudrait bien vous aider, et globalement le parc pourrait nous apporter une aide, notamment en nous mettant à disposition un chargé de mission pour quelques mois, si je ne me trompe pas, pour 6 mois. Donc globalement, en plus de cet audit, le parc nous dirait voilà, on vous met quelqu'un qui va vous aider à suivre cet audit, à vous aider à monter des dossiers, à faire des choses intéressantes, à voir vraiment les choses prioritaires à faire sur votre commune et à proposer au conseil des actions dans ce sens-là, sans qu'on le paye nous. Donc voilà, projet innovant et intéressant et qui coûte finalement pas une somme importante pour notre commune. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions particulières sur le sujet? Désolé pour les acouphènes avec le micro. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut dire que c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons ensuite des délibérations administratives, donc on retire la délibération, souvenez-vous, du 5 février 2021, c'est un demande de remboursement pour une urne. Apparemment, il y a eu une erreur sur le sujet, donc on annule bien et les personnes gardent bien leur concession funéraire. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Là, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui nous demande une rétrocession de concession de place de columbarium, donc les détails sont repris, la personne qui va
utilisé ou ça ne m'intéresse plus, donc je la rends à la collectivité. Est-ce que la collectivité me la reprend et me rembourse? Pas de problème particulier, je pense. C'est approuvé à l'unité, je vous remercie. Le point suivant, c'est une actualisation des tarifs de remboursement de la vaisselle cassée, permis détériorée lorsqu'on ouvre des salles. Ça arrive et il n'y avait pas de tableau pour facturer. S'il y avait 10 assiettes cassées, alors si on a une ou deux, on n'est pas drôle, ça peut arriver. Mais quand vous sortez d'une festivité, que vous récupérez une salle avec des gens pour louer, qui vous exposez 20 verres, 40 assiettes, j'exagère, hein, 2 tables, 2 chaises et qui manquent la moitié des couverts, à un moment, c'est pas réglo. Donc on a mis en place une tarification pour que lorsqu'on vérifie les sorties de salle, avec une petite marge acceptable, s'il y a une tasse ou 2 de verre, c'est pas compliqué, mais si les gens ont vraiment exagéré, pouvoir leur refacturer le fait de racheter les verres et le matériel. Le tableau est pris ici, je pense qu'il n'y a rien de spécifique et d'anormal à ce niveau-là. Ça n'amène pas de remarques particulières. Bon, on peut dire que ça prouve à l'unité. Je vous remercie. Nous avons ensuite, on en parlait tout à l'heure, une convention de veille foncière avec l'établissement public foncier pour l'opération bâtiment industriel rue Valériani. Globalement, et je résume, nous sommes sur un site où il y avait une convention préopérationnelle. L'EPF aujourd'hui doute un peu des projets, des capacités d'aménager quelque chose sur ce site-là. Nous avons parallèlement à ça l'AGLO qui a lancé un appel à projet 12 friches prioritaires sur le territoire. Nous avons rencontré donc l'AGLO cette semaine pour présenter, je sais le nombre de friches que nous avons dessus, mais notre priorité, nous avons donc demandé, parmi les 12 friches, un AGLO nous a demandé quelle serait la friche prioritaire si on avait une à retenir ce pied prochain. Nous avons donc mis ce site de Sofanor, auquel nous avons ajouté la maison du Courseur Marie, vous savez, la maison dégradée à l'arrière de l'église, mais aussi quelques maisons dégradées qui sont de l'autre côté de Sofanor, un petit peu en arrière en Corée, qui sont aujourd'hui non habitées. Alors au milieu, il y a la maison de M. Navarre qui n'est pas concernée, qu'on soit clair, mais il y a quelques maisons qui sont autour, qui sont dégradées, qui sont dans la logique du périmètre. Globalement, quand vous faites un périmètre EPF, vous essayez de prendre ce qu'il y a de plus logique pour l'aménagement, mais également pour ne pas laisser ce qu'on appelle des dents creuses sur le côté. Ça aurait été complètement bête, on raménage tout, on ménage tout, mais il y a 3 maisons en mauvais état, on les laisse au milieu, ça fait tâche. Donc, le périmètre devrait être défini de cette manière-là. Sauf qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les discussions, on a insisté sur le fait que l'EPF devait être attentive s'il devait y avoir des transactions, notamment sur le bâtiment industriel de Sofanor. Pourquoi? Il appartient à Bombardier. Bombardier s'est fait racheter par Alstom. Certainement que ce patrimoine va soit être transféré dans l'actif d'Alstom et Alstom risque de s'en débarrasser, ou va toujours être inscrit dans le patrimoine de Bombardier s'il ne fait pas partie du plan de reprise, s'il n'a pas fait partie du plan de reprise, et Bombardier, plus que jamais, va chercher à le liquider. Or, si Bombardier ou Alstom deviendrait propriétaire et qu'il y aurait donc une transaction qui se ferait, cette convention permet à l'établissement public foncier de bloquer la situation et de pouvoir racheter le bâtiment, de sécuriser la chose, en attendant potentiellement que ce site et les quelques maisons autour puissent être retenus pour, dans le cadre de l'appel à projet de l'AGLO. Au moment où si on est retenu dans le cadre de l'appel à projet de l'AGLO pourra, via l'intérêt communautaire, dire à l'EPF, maintenant qu'il y a un projet, on quitte cette convention de veille, qui est juste là pour dire s'il se passe quelque chose, on bouge, mais l'EPF ne va pas aller chercher à acheter d'elle-même. Si on passe un projet communautaire, l'EPF, l'AGLO conventionnera certainement avec l'EPF et dira, bon, maintenant qu'il y a un projet, vous pouvez y aller, c'est plus une convention de veille, c'est une convention active, et vous allez aller négocier pour racheter de manière active auprès des propriétaires les bâtiments concernés. Donc voilà, c'est juste une sécurisation juridique temporaire de quelques mois, puisque nous, on a bon espoir que l'AGLO retienne ce site-là dans ses sites communautaires. Maintenant, c'est pas moi qui décide, et puis il y a 35 communes, et je pense qu'il y a des projets intéressants aussi dans d'autres communes. Donc voilà, on va faire notre maximum. En tout cas, cette convention-là est là pour sécuriser, s'il devait y avoir une transaction, notamment en vue de l'actualité entre Bombardier, Alstom, etc., une transaction de ces bâtiments-là sur le secteur de la rue Valériani et en bas de la rue de l'Abattoir. Est-ce que les choses sont plutôt claires pour vous? Pas de souci particulier? Est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Alors là, c'était sympa, puisque j'ai eu un mail de la directrice générale des services qui m'a dit courant janvier, ah bah quand c'est plus Noël, c'est Noël quand même. Puisque nous avons eu, et c'est la délibération suivante, un contact avec la société ISO Solidarité qui est mandatée par Direct Énergie. Direct Énergie sont des fournisseurs d'énergie, hein, vous devez les connaître. Alors on n'est pas sponsorisé pour qui que ce soit, mais il y en a quelques-uns. Et en fait, vous savez que ces structures-là doivent soit payer un certain nombre d'impôts, soit pour disposer de certificats d'économie d'énergie,
parce qu'ils sont polluants, ils font des activités polluantes, doivent démontrer qu'ils réinvestissent de l'argent pour aider les collectivités, mais aussi les particuliers à améliorer leur consommation d'énergie, notamment en les diminuant. Là, nous avons été sollicités par cette société sur ordre de convention en disant, ben voilà, ville de Kiel-Rochin, nous, si vous le souhaitez, et nous n'avons pas de contrat avec Direct Énergie, je le dis, hein, c'est pas un retour de truc. Si vous le souhaitez, on peut vous accompagner pour faire un petit peu un audit thermique de vos bâtiments et mettre en place un certain nombre de calorifuges donc sur nos tuyaux. On avait déjà eu ce genre de dispositif et je vous invite, si vous avez 5 minutes, à faire le tour du bâtiment, vous allez le voir, puisque celui-ci en a bénéficié en 2014, d'installation de ce type de tuyaux pour justement travailler sur les pertes de consommation d'énergie dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, s'ils ont un coût pas mal d'argent et qu'on en est d'accord, ils nous aideraient, ils nous financeraient le renouvellement de plusieurs chaudières anciennes dans des bâtiments de la commune. Ce qui nous permettrait de mettre des chaudières plus récentes, donc avec moins de risque de panne d'une part, mais aussi beaucoup plus performantes en termes de consommation. Donc l'objet de cette convention se résume à cela. Pour l'instant, on reste sur l'étude thermique et l'installation de calorifuges, mais la deuxième étape pourrait être de dire on fait une nouvelle convention parce que on s'est mis d'accord, on a 20 000 € à mettre, et il y a telle chaudière et telle chaudière à remplacer, et on vous les finance. Voilà l'objet de cette convention. Voilà, je pense que ça se prend. On ne va pas refuser, on ne peut pas refuser ce genre de choses. Il n'y a aucun intérêt, mais je dis à chaque fois, il n'y a pas d'intérêt financier. Direct Énergie n'est pas venu nous dire je vous fais ça, mais vous me donnez un marché, je suis votre fournisseur. Voilà, je suis votre fournisseur en énergie, il n'y a aucunement ce genre de choses. C'est simplement le fait que ces personnes et ces structures sont contraintes à devoir réinvestir au titre des malus pollueurs-payeurs et cherchent donc des collectivités pour les accompagner sur ces sujets-là. Est-ce qu'on entérine le cadeau de Noël? On aurait pu le dire de Pâques parce que c'est bientôt, quoique on va nous faire des remarques sur la laïcité si je commence à parler de Pâques, on ne va pas faire de drôle de débat là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Je vous dis le vous en tant que particulier parce qu'il y a des particuliers aussi qui peuvent toucher ce genre de choses. Donc, prenez les coordonnées, ça ne coûte rien, appelez-les. Moi, je suis propriétaire ou quoi que ce soit, j'ai un projet, je sais que vous avez des choses comme celle-là, peut-être qu'ils me répondront positivement, j'en sais rien. Après, je pense qu'ils ciblent quand même beaucoup plus les collectivités, les industriels, les associations, peut-être aussi qui ont des structures et qui ont besoin de ce genre d'aide. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Abstention, avis contraire? C'est approuvé à l'unanimité, merci. La délibération suivante, je ne pourrai pas vous la présenter et je ne pourrai pas non plus la voter, puisque je suis administrateur au centre de gestion. Et je ne peux pas donc présenter quelque chose et faire valider quelque chose alors avec une structure dans laquelle j'ai des responsabilités aussi, vous vous doutez bien. Donc dans l'ordre du tableau, ça aurait pu être Bruno, mais Bruno est absent ce soir, donc c'est Corinne qui va vous la présenter, qui va vous la mettre au vote. Donc le point suivant concerne une convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, le CDG 59, qui est relative à la mise à disposition d'un agent de mission d'archivage. La commune a contacté le service des archives du Centre de gestion publique territoriale afin d'envisager les possibilités d'une intervention sur les archives de la collectivité en 2021. Un premier état des lieux avait été réalisé en 2013. Un nouvel état des lieux actualisant ce diagnostic nous sera prochainement proposé. Il nous permettra d'envisager la suite des opérations à mener sur nos archives en prenant en compte les priorités archivistiques et de contraintes budgétaires. Il est aujourd'hui proposé donc, une convention de mise à disposition d'un archiviste selon un périmètre d'intervention de l'exercice 2021 basé sur les besoins actuels. La mission dans nos locaux intègre donc la sélection des documents éliminables à terme, l'organisation de la destruction en collaboration avec les services internes, le suivi des procédures, le refoulement et la réorganisation des espaces d'archivage si nécessaire. Le coût de la mission proposée est évalué compte tenu d'un taux horaire de 36 € de l'heure. Donc un devis estimatif est en annexe pour information. La convention proposée est conclue pour 3 ans. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser un adjoint à signer la convention avec le centre de gestion de la fonction publique relative à la mise à disposition d'un agent pour mission d'archivage ainsi que tout document y afférent. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre?
Bien, merci à vous. Délibération suivante, même chose aussi. De manière générale, c'est le CIVOM, forcément étant élu au CIVOM, et pour information, président du CIVOM depuis hier soir, puisque le maire de Crépin a démissionné en contexte électoral récent. Le choix qui a été fait au niveau du CIVOM, c'était de démissionner. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des marchés qui doivent être signés courant mai pour la rénovation de la piscine, et qu'il y a deux manières de signer les marchés. Soit le conseil a délégué au président, et c'était le cas à l'époque, la signature, mais d'ici quelques jours certainement, qu'il y aura une annulation des élections et donc il n'y aura plus de président, et que ce pouvoir ne peut être donné qu'au président commissaire avec les ratifications des décisions ordinaires, ça ne peut pas être donné à un adjoint. Donc des difficultés pour signer. La deuxième option, c'est de les faire valider en séance plénière. Or, et ça c'est le Code général des collectivités territoriales, dit qu'un établissement public, ce qu'est le CIVOM, ne peut délibérer valablement que si il y a au maximum 20% de sièges vacants. Or, nous sommes 4 communes, 3 sièges par commune, ça fait donc 25% des sièges si Crépin, les élections sont annulées. Donc on ne peut pas valider des marchés non plus en plénière. Le choix qui a été fait, c'était de dire que le président a démissionné, j'ai été élu hier, le CIVOM, les élus m'ont redonné leur confiance pour signer les marchés, ce qui permettra de ne pas prendre de retard dans la procédure pour signer les marchés de rénovation de la piscine. Donc je ne peux pas prendre part au vote pour vous présenter la délibération, rien de spécial, vous verrez rien d'extraordinaire, mais également les autres élus du CIVOM, puisqu'ils sont jugés partis. Donc moi je ne peux pas participer, Bruno Namor, mais j'ai son pouvoir, donc c'est pas gênant. Camille Coquelet ne peut pas participer. Donc attention au secrétariat de séance, parce que finalement la personne que Camille représente ne participe pas au vote non plus. Corinne Cachmarek ne peut pas participer, la personne qui a donné un pouvoir à Mme Cachmarek non plus. Monsieur Moreau, exactement la même chose, et avec la répercussion avec une personne qui a donné un pouvoir, et Damien Chic aussi, et la personne qui lui a donné un pouvoir. Pourquoi? Parce que vous êtes élu titulaire ou suppléant, et donc jugé parti. Donc en présentation, puisque Corinne ne peut pas participer, elle ne peut pas le présenter non plus, et dans l'ordre du tableau, c'est donc Damien qui prend le relais pour présenter la délibération. Vous pouvez rester parce que vous n'êtes pas dans l'exécutif, c'est pas gênant, mais moi étant dans l'exécutif, je suis obligé de sortir aussi de la salle. Merci, monsieur le maire. Donc, le point suivant concerne la mise à disposition, dont vous prendrez note que ce n'est pas de 2 agents, mais d'un seul agent, du cadre d'emploi des agents techniques du CIVOM de Crépin-Quiévrochin, Saint-Héber-Tivancelles, pour un renforcement du protocole sanitaire à la restauration scolaire. Les annonces gouvernementales sur un nouveau confinement pour 4 semaines à compter du samedi 20 mars 2021 et les dispositions sanitaires indispensables nécessitent des modifications d'organisation. Ainsi, la commune de Quiévrochin souhaite, tant que cela est possible dans des conditions de sécurité optimales, maintenir le service de restauration scolaire. Toutefois, compte tenu des absences en cours et de cette potentielle, un renfort temporaire de personnel est indispensable. Considérant la fermeture de la piscine et le partenariat avec le CIVOM, il a été demandé une mise à disposition d'un agent du cadre d'emploi des agents techniques à raison de 16 heures par semaine, selon les dérogations en vigueur. À la suite d'une inspection interne du CIVOM, une personne serait mobilisable dans ce cadre. Sur la forme d'une convention intégrant les mentions obligatoires et les formalités préalables sera conclue entre la ville de Quiévrochin et le CIVOM. Sous réserve de l'accord du CIVOM qui doit également délibérer et au regard de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal d'accepter la conclusion des conventions pour la mise à disposition d'un adjoint de service technique du CIVOM de Crépin-Quiévrochin Saint-Héber-Tivancelles à titre gratuit pour une période de 4 semaines à compter de la signature de la convention, reconductible tacitement pour la même durée, et d'autoriser, monsieur le maire, des abstentions. Moi j'ai monsieur le maire. Hein? Donc ça sera d'autoriser donc un adjoint à les signer. Des abstentions, des avis contraires, de voter à la majorité. Merci Damien pour cette présentation. Bon, l'ordre du jour étant épuisé, on va pouvoir clôturer cette séance officiellement.